vais commencer par me présenter rapidement. Moi, je m'appelle Cédric Delay, je représente Delpicom. Nous sommes organisme de formation et nous intervenons principalement pour les personnes qui souhaitent créer et développer leur activité comme indépendants. Et aujourd'hui, je suis venu pour vous raconter une histoire. Alors, comme dans toutes les histoires, il y a un grand méchant. Et dans mon histoire, pour les indépendants notamment, ce grand méchant, c'est un grand méchant qui fait peur et qui représente notamment toutes les cotisations sociales qu'on peut avoir. Alors aujourd'hui, il s'appelle RSI, il peut porter un autre nom et puis il en aura d'autres dans les années à venir. C'est un monstre qui est terrifiant, avec deux mains pour déchirer les recommandés, avec une autre pour appuyer sur un bouton de mise en attente quand vous êtes au téléphone, et puis une quatrième pour affranchir les relances pour les huissiers notamment. Ce monstre, c'est la terreur des indépendants. Même s'il a pris un pseudo depuis presque un an, ça reste juste toujours le même. Et heureusement, comme dans toutes les histoires, dans mon histoire, il y a un gentil. Et comme tous les gentils, il est gentil. Et chez nous, il s'appelle Ludo. C'est un indépendant aussi. Lui, ce qu'il souhaite, c'est de faire progresser les autres personnes qui sont indépendantes comme lui, sereinement dans la jungle économique dans laquelle ils évoluent, sans tomber sous la griffe de cet horrible monstre dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et aujourd'hui, Ludo, il vous offre 10 conseils pour réussir comme indépendant. Ce premier conseil, ou premier commandement, si vous voulez, tu expliqueras qui tu es. Alors quand on parle de famille, si vous voulez, les naturalistes parlent souvent d'ordre, de famille, de genre, d'espèce. Si on appliquait la même classification aux indépendants, votre ordre serait celui des travailleurs indépendants. Votre famille, en tout cas la mienne dans laquelle j'évolue aujourd'hui, celle des prestataires de services intellectuels, qu'on appelle PSI. Votre genre ou votre espèce, ce serait consultant, formateur, coach, avocat, etc. De même qu'il est important de savoir qu'il s'agit d'un mammifère ou autre quand on parle d'un animal, il est important de savoir que nous tous, en fait, que nous soyons avocats, que nous soyons formateurs, que nous soyons coachs, que nous soyons consultants, etc., nous sommes avant tout de cette famille des prestataires de services intellectuels. Et c'est très important pour un client de comprendre tout ça, parce que quel que soit notre domaine d'activité, en fait, nous vendons toujours du contenu intellectuel, c'est-à-dire nous vendons quelque chose qui n'est pas tangible, qui n'est pas palpable, en gros, c'est le fruit de nos connaissances, c'est le fruit de nos expériences, c'est le fruit de notre réflexion. Et la prestation, comme je le disais, elle n'est pas tangible, elle n'est pas palpable, et donc elle ne peut pas être évaluée selon les mêmes critères, selon la même grille de valeur qu'une marchandise. C'est toute la difficulté de l'environnement dans lequel j'évolue, moi, aujourd'hui, et dans lequel peut-être vous évoluerez un jour, qui est du coup cet environnement de créateurs d'entreprises ou créatrices d'entreprises indépendantes, de conseils, de formation ou autres. Donc le premier conseil très important, d'expliquer qui nous sommes, parce que les clients ont besoin de pédagogie, il faut éduquer ses clients. Ces clients, il faut effectivement les éduquer, mais il faut aussi leur expliquer comment, visuellement qui nous sommes. Au départ, la carte de visite, c'était quoi? On donnait sa carte de visite avant un duel, ou dans un bouquet de fleurs, ou ce genre de choses. Aujourd'hui, on la distribue partout. C'est-à-dire que même, à peine on a croisé quelqu'un, tenez, voici ma carte, on la range quelque part. Moi, j'ai une poche exprès pour ça, où je range toutes les cartes de visite. Ces cartes de visite, c'est votre vitrine en tant que travailleur indépendant. En général, on n'a pas forcément des grands bureaux avec une grande enseigne, parce que ça coûte cher déjà, et quand on est tout seul, il faut aussi faire des économies. Votre carte de visite, c'est votre vitrine. C'est votre premier outil de communication. Donc il faut vraiment bien la penser. Si vous ne savez pas quoi mettre, ça va être compliqué. Donc il faut tâcher de mettre en avant tous les éléments saillants de votre offre. Alors attention de ne pas vous confondre vous et votre offre.
Hein, déjà, très important. Concevoir cette vitrine, ça va être pour vous un exercice qui est doublement profitable parce qu'il va vous permettre de réfléchir sur vos valeurs. Hein, ça c'est très important puisque votre client aussi va vous sélectionner sur vos valeurs entre autres, vos atouts, votre savoir-faire spécifique, hein, et parce qu'il constituera un outil précieux et très efficace de commercialisation ou pas si votre carte de visite est ratée. Deuxième commandement, deuxième conseil, tu feras preuve d'empathie. Empathie pour mieux vendre. Certes, hein, l'empathie avec les clients, ça ne démarre pas au moment de la prestation, mais ça démarre dès la commercialisation et donc la prospection. Hein, nos métiers de la prestation de services intellectuels, nos métiers d'indépendants, sont des métiers qui ont tous trait à l'humain. C'est généralement la progression individuelle qui va nous animer. Hein. L'empathie, elle est au cœur de votre démarche en tant que dans votre prestation, mais elle doit commencer dès la prospection. Si vous savez faire preuve d'empathie à ce stade, vous allez réussir donc à vous mettre à la place de votre client, et en vous mettant à la place de votre client, vous aurez réussi à répondre à une question. Pourquoi ce prospect achèterait ma prestation plutôt que celle d'un de mes concurrents? Hein. Donc une des qualités premières, finalement, pour nos métiers, ça va être l'écoute qui permet cette empathie au maximum. Et je ne sais pas si je vous donne un terme comme le son casse, par exemple. Est-ce que ça évoque quelque chose pour vous autre qu'un plat exotique? Oui, ça va pour certaines d'entre vous. Non, je vois, en fait, non. Bon, je ne vais pas vous faire un cours là-dessus, juste une chose, c'est que donc ce n'est pas une spécialité provençale, hein, ce n'est pas un plat exotique, c'est un moyen mnémotechnique qui reprend les 6 leviers de motivation qui sont communs à l'ensemble des individus. Et donc, pour réussir à bien présenter son offre, apprenez à identifier quel est le levier de motivation de votre client et adaptez-vous à ces leviers de motivation. Adopter une posture différenciante. Alors là, un exercice très simple, quand vous commencez à communiquer, on parlait de la carte de visite tout à l'heure, sur la carte de visite, il y a un élément essentiel qui est le logo, qui est votre identité visuelle. Faites un exercice très simple, vous mettez votre logo au milieu de plein d'autres logos, hein, vous montrez ça à votre famille et vous dites « je suis où ?» Vous voyez où est Charlie? Ça marche avec les enfants aussi, hein. Exactement pareil. Si vos proches déjà n'arrivent pas à le trouver, changez. Nous, c'est ce qu'on a fait et ça marche. Hein, ça marche beaucoup mieux en tout cas. Je ne sais plus combien j'en suis, 5e. Hein, 5e commandement, vous parlerez le langage de vos clients. Je parlais du Soncast tout à l'heure, des leviers de motivation. Votre client a les siens, vous avez les vôtres. Si vous présentez votre offre uniquement en vous orientant sur votre motivation à vous, votre offre est géniale, forcément. Maintenant, votre client, il ne trouvera pas forcément ça génial si vous ne parlez pas son langage. On parle français chez nous, votre client parle la même langue que vous, mais il ne parle pas forcément le même langage. Adoptez le langage de votre client, adaptez-vous à son langage pour que ça fonctionne le mieux possible. 6e commandement, en fait c'est là qu'il faut que je vise. 6e commandement, tu réseauteras tous azimuts. Je pense que vous êtes sensible à cette notion de réseau, je pense que sinon vous ne seriez pas là. Hein. Le réseau est quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire que quand vous croisez quelqu'un, n'importe quelle personne peut faire partie de votre réseau et peut-être éventuellement vous apporter des éléments, hein, vous apporter du business pour développer votre affaire. Eh bien ça fonctionne. Votre premier réseau, c'est votre entourage proche, c'est votre famille. Hein. Alors quand je dis famille, je fais référence à votre famille naturelle, mais je fais aussi référence à votre famille que j'ai évoquée au premier commandement. C'est-à-dire que votre famille, aujourd'hui,
Aujourd'hui, on peut se dire que la prestation de services intellectuels, le conseil, la formation, le coaching, il y a une concurrence phénoménale. On est plus de 200 000 formateurs, si vous voulez, donc on peut se dire qu'on risque de manquer de boulot. Mais en fait, il faut plutôt avoir en tête que nous sommes tous potentiellement partenaires. Et donc, le réseau est quelque chose d'essentiel. Tu continueras à te former. Tu continueras à te former. Ça, c'est très compliqué quand on est indépendant parce que nous avons tendance à nous dire bon, bah voilà, maintenant, c'est bon, je suis en route et puis je ne pense plus à la formation. Sauf que dans nos métiers, nous parlons beaucoup à nos clients de développement de compétences. Alors on dit souvent les cordonniers sont les plus mal chaussés, c'est-à-dire que moi, si je ne développe pas mes compétences, au bout d'un moment, je vais arrêter d'innover et mes clients n'auront plus envie de me voir. Je vous pose juste une question. Qu'est-ce que vous penseriez en fait d'un ophtalmo qui a obtenu son diplôme il y a 20 ans et qui ne s'est plus jamais formé, ou 20 ans, 30 ans ou 40 ans, et qui vous dit par exemple un jour quand vous allez le consulter que non, la myopie ne s'opère pas. Dans nos métiers, c'est exactement la même chose. Même si vous êtes indépendant, continuez de vous former, continuez de développer vos compétences pour continuer de pouvoir proposer les meilleures offres à vos clients. Tu envisageras la certification. Juste un point rapide sur ce sujet-là, c'est que de plus en plus, nos professions, là c'est la formation professionnelle en ce moment qui est en pleine réforme, mais de plus en plus nos professions sont soumises à des certifications pour être crédibles et tout ça. Envisager la certification, c'est compliqué pour un indépendant parce que ça coûte cher en argent et en temps. Pour information sur nous, en termes de certification initiale, ça nous a coûté entre 12 et 15 000 euros et ensuite beaucoup de temps pour mettre à jour. Donc vous avez le choix, soit vous allez vers une certification vous-même, soit vous vous rapprochez de structures, de réseaux, de têtes de réseau qui sont déjà certifiées pour pouvoir rassurer vos clients. Parce que en fait, quand on est indépendant, on est souvent tout seul, communiquer sur son nom propre, c'est compliqué. Et donc, faites en sorte de pouvoir apporter des éléments sécurisants et rassurants pour vos clients, et notamment en passant par la certification. L'esprit de famille, j'en ai déjà parlé. C'est ce que j'évoquais avec le réseau. C'est ce que j'évoquais en premier commandement également. Vous n'êtes pas tout seul. L'indépendance ne veut pas dire l'isolement. Donc, vous avez des collègues qui sont complémentaires, qui peuvent avoir des compétences complémentaires. Faites en sorte de développer des partenariats. Avec ça, grâce à ça, vous renforcerez aussi votre crédibilité auprès de vos clients parce que vous saurez proposer des réponses que vous n'avez pas individuellement, mais que vous pouvez avoir grâce à un réseau. Et je termine par un dernier point. Alors de quoi s'agit-il? Tu penseras à la ludopédagogie. La ludopédagogie, c'est le développement des compétences par le jeu. J'en parlais tout à l'heure quand je disais d'adopter une posture différenciante. On apprend, on développe les compétences de plus en plus par l'expérimentation, par la surprise, par la notion de plaisir aussi. La ludopédagogie permet d'apporter tout ça, que ce soit dans le conseil, dans la formation ou dans le coaching. L'utilisation du jeu permet un meilleur ancrage des compétences qui ont été développées, et notamment en passant par 4 points qui sont essentiels. Le premier, c'est la surprise, parce que quand j'apporte du jeu dans une prestation, comme ça sort de l'ordinaire, ça crée la surprise. Le deuxième, c'est la notion de plaisir, parce que quand on s'amuse, on prend du plaisir, et quand on utilise ses émotions, on retient beaucoup mieux les choses. La troisième, c'est l'expérimentation physique, c'est-à-dire que quand on joue, on teste des choses, on ose faire des choses, et donc je retiens mieux quand j'utilise autre chose que mes yeux et mes oreilles pour apprendre et développer une compétence. Et le quatrième point, qui est très important, et que je n'ai plus en tête forcément, mais qui me reviendra quand vous me poserez vos questions, puisque j'en ai terminé avec ma présentation.